L'Assemblée nationale discute des mécanismes spécifiques pour faciliter la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuận, un projet d'importance capitale pour le Vietnam. Ho Chi Minh Ville se concentrera sur la mobilisation des capitaux pour atteindre une croissance à 2 chiffres cette année. L'Ao Dai vietnamien est de plus en plus connu et apprécié au Japon au fur et à mesure de l'agrandissement de la communauté vietnamienne dans ce pays. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Dans le cadre de sa 9e session extraordinaire, l'Assemblée nationale de la 15e législature a écouté ce matin le rapport sur les mesures spécifiques destinées à faciliter et à accélérer la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuận. Ce projet revêt une importance capitale pour le Vietnam. Il est prévu que le Premier ministre puisse désigner directement les investisseurs et valider des contrats clés en main pour la construction des installations principales. Un mécanisme de financement spécifique sera mis en place, accompagné de mesures de soutien pour la province de Ninh Thuận. Ces propositions feront l'objet de discussions en groupe parlementaire le 15 février, avant un débat en séance plénière la semaine prochaine. Et cet après-midi, l'Assemblée nationale a discuté en groupe de la proposition supplémentaire sur le développement socio-économique en 2025 avec l'objectif d'atteindre une croissance de 8% ou plus. Les députés sont d'accord avec les 6 groupes de solutions proposées par le gouvernement pour atteindre cet objectif dans les temps à venir. Et selon les députés, il faut surmonter les obstacles majeurs à la croissance, notamment la lenteur du décaissement du fonds public. Et pour atteindre l'objectif de croissance de plus de 8%, le Premier ministre Phạm Minh Chính, député de la ville de Cần Thơ, a souligné que le gouvernement aura des politiques pour promouvoir la croissance créditaire et modifier de nombreuses lois portant sur les investissements publics, les appels d'offres et les investissements. Cet après-midi, le secrétaire général To Lâm a reçu le président du groupe SK, M. Choi Tae-won, qui est aussi président de la Chambre de commerce et l'industrie de la République de Corée. To Lâm s'est dit satisfait du développement positif des relations entre le Vietnam et la République de Corée dans tous les domaines, soulignant que Séoul figure toujours parmi les premiers investisseurs et les premiers partenaires commerciaux étrangers du Vietnam. Sur cette base, les deux pays visent un chiffre d'affaires commercial de 150 milliards de dollars américains d'ici 2030. Le président du groupe SK a fait savoir que son groupe souhaitait investir au Vietnam dans les infrastructures de gazoduc, de GNL, la construction de centres de données d'IA, d'hydrogène et les réacteurs nucléaires modulaires de petite taille. Pour atteindre une croissance à 2 chiffres cette année, Ho Chi Minh Ville se fixe pour objectif de mobiliser environ 620 000 milliards de dong, dont la majorité provient de sources d'investissement social. De nombreuses solutions sont mises en œuvre de manière synchrone et résolues dès le début de l'année pour atteindre cet objectif audacieux. En 2025, Ho Chi Minh Ville se concentre sur la création de capitaux provenant de diverses sources. Les investissements publics, le partenariat public-privé PPP, les investissements privés et les investissements directs étrangers IDE. Selon le service du plan et de l'investissement de la ville, le PPP sera renforcé cette année, surtout pour les domaines du transport, des parts de transbordement internationaux, de l'innovation, des énergies propres, de l'industrie des semi-conducteurs et de la logistique. Il est important de savoir si les coûts de production sont efficaces et si les mécanismes et politiques en vigueur permettent aux entreprises de se développer en toute confiance et avec la plus haute efficacité. Avec les investissements publics comme force motrice, Ho Chi Minh Ville maintient cette année l'objectif d'atteindre un taux de décaissement de 95%.
Pour accélérer le décaissement, il faut traiter rapidement les procédures, raccourcir les délais d'approbation et améliorer l'efficacité de la mise en œuvre des projets. Nous étudions actuellement des mécanismes d'investissement, par exemple, le partenariat public-privé dans le développement des infrastructures numériques, ou encore un mécanisme pour attirer des ressources sociales dans la formation de ressources humaines de haute qualité. Il s'agit de diversifier les formes d'investissement et pas seulement d'investir de la part de l'État. En ce qui concerne l'attraction des IDE, la métropole du Sud s'efforce de mettre en place un centre financier international afin de créer un canal de mobilisation de capitaux efficace et d'attirer d'importants flux de capitaux. Concernant les institutions, la ville se concentrera sur les réformes administratives afin de créer un environnement ouvert et favorable à la communauté des entreprises. En même temps, Ho Chi Minh Ville s'emploie activement à lever des lacunes dans le développement des infrastructures de transport. Il s'agit là du plus grand rouleau d'étranglement dans l'attraction de capitaux pour atteindre les objectifs de croissance plus ambitieux. En 2024, le textile, habillement et les chaussures étaient les deux industries ayant enregistré un chiffre d'affaires à l'exportation de plus de 70 milliards de dollars. Et cette année, pour atteindre l'objectif de croissance de plus de 10%, chaque entreprise se concentrera à accroître la production, à maintenir les commandes ainsi qu'à stabiliser les ressources en main-d'œuvre. Tout de suite, nous en saurons plus. Juste après les vacances du Tet, cette entreprise s'est préparée à terminer la commande de 500 000 paires de chaussures à exporter vers les marchés américains et européens. Cette année, pour atteindre l'objectif d'exportation de 2 millions de paires de chaussures, elle s'efforce de stabiliser les commandes et la main-d'œuvre. Notre objectif est d'augmenter d'environ 9 à 10% par rapport à 2024. Des commandes ont été signées jusqu'à fin 2025. Mais sans main-d'œuvre, la production ne sera pas possible. Pour atteindre l'objectif de production de cette année, une main-d'œuvre stable est un facteur vital pour notre entreprise. Quant à cette entreprise de textile et de vêtements, elle a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires d'exportation de 4 700 milliards de dong. Cette année, elle prévoit d'augmenter sa production et de recruter dès le début de l'année. En 2025, nous devons recruter de 3 000 à 5 000 ouvriers pour les usines à Tai Binh, Thanh Hoa, Hoang Binh et Hanoï pour augmenter la capacité de production et assurer les commandes signées. Nous visons une croissance à 2 chiffres. Les travailleurs ont le droit de choisir le secteur d'activité qui leur convient en termes de salaire et d'horaire. L'industrie textile vietnamienne prend un jour de congé complet le dimanche. Les horaires de travail pendant la semaine seront de 9h à 9h30 par jour au lieu de 11h comme auparavant. Ce sont les facteurs fondamentaux pour continuer à attirer les travailleurs. L'une des exigences importantes des accords de libre-échange auxquels le Vietnam participe est de garantir les avantages fondamentaux et les conditions de travail, ainsi que les droits des travailleurs. La bonne mise en œuvre de cette exigence aidera les entreprises du textile et de la chaussure à profiter des avantages du développement. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le Vietnam suit avec attention la décision américaine de geler temporairement les activités de l'Agence américaine pour le développement international, USAID. C'est ce qu'a déclaré à Hanoï la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Phạm Thu Hằng, lors d'un point de presse tenu jeudi à Hanoï. La diplomate a affirmé que la suspension des activités de l'USAID affectait de nombreux projets au Vietnam, dont ceux liés à la réparation des dommages de guerre.
Selon Phạm Thu Hằng, l'interruption des projets de déminage et de décontamination de l'agent orange, notamment sur le site de l'aéroport de Biên Hòa, soulève des inquiétudes quant à la sécurité des habitants et à la préservation de l'environnement dans les zones concernées. L'île de Phú Quốc au sud a accueilli aujourd'hui le paquebot de luxe Aida Stella avec à son bord plus de 2000 touristes. Originaires d'Allemagne, d'Australie, de Pologne, d'Espagne, de Suède et d'autres pays, ce sont les premiers croisiéristes étrangers à accoster à Phú Quốc en 2025. Pendant leur séjour, ils pourront visiter et profiter d'activités de divertissement et s'immerger dans la nature et la culture de l'île. 2 autres navires de croisière avec plus de 5500 touristes devraient arriver les 16 et 20 février. Ces dernières années, Phú Quốc a acquis une renommée internationale, ce qui en fait l'une des 10 destinations les plus attrayantes au monde. La communauté vietnamienne au Japon comprend plus de 600 000 personnes. L'Áo Dài vietnamien est de plus en plus apprécié des Japonais. Les boutiques et les services de location d'Áo Dài ouverts par des Vietnamiens se développent de plus en plus au Japon. Et il ne s'agit pas seulement d'un nouveau métier, mais aussi d'un effort de promouvoir la beauté de la culture vietnamienne vis-à-vis des amis internationaux. Les Áo Dài vietnamiens avec des motifs de poupées traditionnelles japonaises, une combinaison harmonieuse qui fait l'identité unique de cette marque au Japon. Les premiers áo dài que j'ai conçus, c'était pour ma petite fille avec des images de poupées. Puis mes áo dài ont été plus appréciés par les Japonais. Actuellement, j'ai un petit atelier de confection de vêtements pour enfants où je crée aussi des áo dài vietnamiens. Diplômée d'une université au Vietnam, Quế Anh est venue au Japon pour étudier la mode. Elle a créé des áo dài empreints des identités culturelles des 2 pays. Actuellement, ces produits sont vendus en ligne dans tout le Japon. Non seulement les Vietnamiens, mais aussi de nombreux Japonais ont choisi les áo dài de Quế Anh pour les porter lors d'occasions spéciales. Je ne suis jamais allée au Vietnam, mais quand j'ai vu l'áo dài, je l'ai tout de suite aimé. J'ai regardé quelques modèles d'áo dài de Quế Anh. J'aime beaucoup les couleurs et les motifs brodés qui sont très mignons. J'aime beaucoup l'áo dài. Habituellement, lors des réunions de parents, des échanges culturels Vietnam-Japon ou à l'occasion du Nouvel An lunaire, je porte toujours l'áo dài. Je ne pense jamais à choisir une autre tenue. Et voici une boutique d'áo dài située au centre-ville d'Osaka. Sa propriétaire est une étudiante vietnamienne. Nguyễn Thị Mến vend et loue des áo dài à la communauté vietnamienne qui est de plus en plus nombreuse au Japon. Les áo dài sont portés lors de nombreux événements au Japon. Je collabore avec Nathalie au Vietnam pour commander des modèles d'áo dài et j'en apporte au Japon environ 300 à 1000 ensemble à chaque fois. Actuellement, la saison des remises de diplômes approche au Japon. Je reçois plus de commandes. Le prix de location est d'environ 300 000 dong par unité. J'offre aussi des services de maquillage et de coiffure pour les clients. Je vais bientôt assister à la cérémonie de remise des diplômes et je veux porter un áo dài rouge. Je veux que l'áo dài vietnamien soit plus populaire au Japon et à l'échelle internationale. Les áo dài aident à apaiser la nostalgie des Vietnamiens au Japon. En plus d'être une fierté de la communauté vietnamienne, les áo dài ouvrent de nouvelles opportunités de carrière, contribuant à la richesse culturelle au pays du soleil levant. Tout de suite, un condensé des faits marquants de la semaine écoulée, résumé en bref et en images. L'Assemblée nationale vietnamienne a ouvert mercredi 12 février sa 9e session extraordinaire de la 15e législature à Hanoï. Cette session, qui se tiendra jusqu'au 19 février, vise à examiner et à décider de nombreuses questions urgentes pour le développement du pays.
Les députés travailleront pendant 6 jours et demi pour examiner 4 projets de loi et 5 projets de résolution sur la restructuration gouvernementale et parlementaire. L'Assemblée nationale prendra par ailleurs des décisions concernant la nomination de 4 dirigeants relevant de sa compétence. En outre, elle étudiera des propositions du gouvernement en matière de développement socio-économique, notamment l'ajustement de l'objectif de croissance du PIB à un minimum de 8%. Le Vietnam coopérera avec le Laos pour entretenir leurs excellentes relations, leur solidarité particulière et leur coopération globale. C'est ce qu'a affirmé jeudi 13 février à Hanoï le secrétaire général du Parti communiste vietnamien To Lâm, en recevant le ministre laotien des Affaires étrangères, Trong Savanh Phovian, en visite officielle au Vietnam. Pour sa part, Trong Savanh Phovian a affirmé que le Laos coopérerait étroitement avec le Vietnam pour mettre en œuvre les accords de haut niveau, en particulier l'accord entre les deux bureaux et le mémorandum d'accord de la 47e réunion du comité intergouvernemental Vietnam-Laos. Le 11 février à Hanoï, la permanence du gouvernement a tenu une réunion avec les banques commerciales. Sous la houlette du Premier ministre Phạm Minh Chính, les participants ont discuté des solutions pour stimuler la croissance et maîtriser l'inflation. Le chef du gouvernement a souligné le rôle de la Banque d'État et des banques commerciales dans la transformation numérique, l'application des sciences et technologies et l'innovation. Il a appelé à la mise en place et à la gestion expérimentale du modèle de banque virtuelle, ainsi qu'à la simplification des procédures et au renforcement de la lutte contre la corruption et le gaspillage. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu le 13 février M. Renato Costa, directeur général d'une société relevant de la JBS SA Brésil, la plus grande société de transformation de viande, de bétail et de volaille au monde. Phạm Minh Chính a demandé aux entreprises brésiliennes de promouvoir les négociations et la signature de l'accord de libre-échange Vietnam-Mercosur, et il a demandé que le Brésil reconnaisse bientôt l'économie de marché du Vietnam. Renato Costa, de son côté, s'est engagé à augmenter les investissements au Vietnam dans les domaines à fort potentiel, comme l'élevage, la transformation de la viande, la transformation du café et l'agriculture de haute technologie. Les cérémonies d'enrôlement militaire de 2025 se déroulent simultanément dans 63 provinces et villes du pays, du 13 au 15 février. Selon le ministère de la Sécurité publique, cette année, la qualité du recrutement militaire est améliorée. Les jeunes titulaires d'un diplôme universitaire ou collégial sont plus nombreux à se porter volontaires pour rejoindre l'armée ou la police. Plus de 100 000 jeunes accomplissent leur service militaire et leur service dans la police populaire. Hanoï et Ho Chi Minh Ville sont les deux localités ayant le plus grand nombre de recrues, avec plus de 4 000 personnes. La 23e édition de la Journée de la poésie vietnamienne a été organisée du 11 au 13 février dans la province de Ninh Bình. Il s'agit d'une activité annuelle organisée par l'Association des écrivains du Vietnam pour honorer les bonnes valeurs de la poésie et les contributions des poètes au développement de la culture nationale. Sous le thème « La patrie s'envole », l'édition de cette année a mis en lumière des œuvres inspirées du passé héroïque du pays et célèbre la beauté de la vie vietnamienne. Il y a 20 ans, bien qu'elle vivait une vie paisible avec un emploi stable au Japon, Madame Kazuo Watanabe a tout quitté pour venir au Vietnam. Elle a fondé un projet de soins et de traitement pour des centaines d'enfants vietnamiens atteints de cancer. Pendant toutes ces années, elle les a aimés et a pris soin d'eux avec le cœur d'une mère. Et non seulement les jeunes patients, mais aussi leurs parents, les médecins et le personnel médical du centre pédiatrique de l'hôpital central de Hue l'appellent affectueusement la mère japonaise.
Voici la chemise que Madame Kazuyo Watanabe a offerte à Nguyễn Anh Tuấn, un garçon atteint de cancer il y a 8 ans. En septembre 2019, Tuấn est malheureusement décédé. C'est indescriptible. Je suis très émue de revoir Madame Watanabe. Elle a beaucoup aimé et aidé mon fils. Nous connaissons Madame Watanabe depuis 15 ans, depuis que mon fils était atteint de cancer jusqu'à son décès. Elle est venue d'un endroit lointain, sans aucun lien familial ou national. Nous la considérons comme une seconde mère pour mon enfant. Même si Tuấn n'était pas mon enfant biologique, je l'aimais profondément. Je ne veux plus voir d'enfants mourir faute d'efforts ou de soins médicaux. Je travaillais dans une institution financière. Chaque jour, je devais traiter de nombreuses transactions et travailler tout le temps avec les chiffres. Dans ce domaine, il faut toujours savoir qui gagne et qui perd. Mais je ne voulais pas que ma vie reste liée à ces chiffres. La première fois que je suis venue à Huế, c'était en 1995, pour participer à un projet d'aide aux enfants de rue et enseigner le japonais à l'université de pédagogie de Huế. J'ai été choquée de découvrir qu'au Japon, un pays développé, le taux de survie des enfants atteints de cancer était de 70 à 80%, alors qu'au Vietnam, un pays en développement, il n'était que de 30%. Pourquoi? Comment améliorer ce taux? À partir de ce moment-là, la réussite ou l'échec des transactions financières n'avait plus d'importance pour moi. En 2004, j'ai décidé de venir au Vietnam pour aider les enfants malades et leurs familles. La petite Châu a été diagnostiquée avec un cancer. Sa famille a envisagé d'arrêter le traitement. Au départ, certaines familles abandonnent le traitement parce qu'elles ne comprennent pas bien l'état de leur enfant. Elles pensent que le cancer est une maladie incurable. Ce n'est pas que je ne voulais pas soigner mon enfant, mais j'ai vu trop d'enfants mourir ou être renvoyés chez eux. Cela me faisait peur. Convaincre les familles des patients est très difficile. Il faut essayer plusieurs fois, avec beaucoup d'efforts. Mais je suis prête à le faire des centaines de fois. Avec les médecins, nous nous rendons chez chaque famille de patients, fournissons les informations nécessaires et les accompagnons tout au long du traitement. Pour les familles en grande difficulté financière, nous trouvons des moyens de leur apporter un soutien. Lorsque j'ai rencontré Lan Tuyết pour la première fois, elle était toute petite, atteinte de cancer et devait subir des traitements douloureux. Sa famille avait pensé arrêter le traitement, mais nous avons refusé d'abandonner. Je me souviens de l'image de Madame Watanabe me rendant visite à mon chevet avec un sourire chaleureux. Elle était comme une mère toujours à mes côtés dans les moments difficiles. Elle m'a soutenue pendant 14 ans. Je veux lui dédier cette chanson, car elle a été ma motivation pour surmonter tous les obstacles. Je me sens très heureuse. Tous nos efforts sont récompensés quand je vois Tuyết, qui a surmonté la maladie, grandir et devenir une belle jeune fille. Depuis 20 ans, Kazuo et son organisation se consacrent à soutenir les enfants atteints de cancer dans la région du centre du Vietnam. La Fédération pour les soins aux enfants d'Asie, ACCL, a organisé 11 conférences internationales sur le cancer pédiatrique. Elle a aussi accordé des bourses de formation à l'étranger pour les médecins et infirmiers de l'hôpital central de Huế. L'ACCL a contribué à la formation des équipes médicales et à l'acquisition d'équipements essentiels pour le traitement, comme des perfusions, des pousse-seringues et des moniteurs de surveillance. L'hôpital central de Huế est le premier et le seul au Vietnam à offrir la radiothérapie pédiatrique grâce à la contribution significative de Madame Watanabe.
Je n'ai pas eu d'enfants biologiques, mais j'ai ici de nombreux enfants. Les jeunes patients et leurs familles me donnent le sentiment d'appartenir à leur famille. Huế est devenue ma seconde terre natale, où j'ai trouvé un sens et un objectif à ma vie durant ces 20 dernières années. Pour moi, le sourire des enfants est ma raison de vivre et ma plus grande source de bonheur. Voyons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Très bonne fête de la Saint-Valentin à vous tous. Au revoir et à très bientôt.